On vous propose de commencer donc ce premier webinaire Innova, qui est donc consacré à la constitution du troupeau après la FCO, donc un sujet évidemment d'actualité. Donc avec nous pour en parler, Marion Guibert de Natera. Salut Marion. Bonjour à tous. Christophe Prénom de la Chambre d'agriculture de la Nièvre. Bonjour à tous. Rodolphe Puig, donc qui est à la Chambre d'agriculture du Lot. Bonjour à tous. Et donc Stéphane Pipe. Salut Stéphane. Bonjour. Alors, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré. On vous enverra évidemment le lien pour le replay. On vous engage à lever la main ou si vous préférez à poser des questions dans le chat, mais vraiment, vous pouvez tout à fait lever la main pour apporter vos témoignages, pour nous poser des questions. Alors, nous allons commencer par juste faire un tout petit point sur la FCO. Vous savez qu'il y a eu une enquête qui a été conduite donc par le GDS France en fin d'année 2024. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance. Alors, il y a des GDS qui sont autour du fil. Donc, eux, forcément, ils en ont eu connaissance de ces résultats de mortalité et de morbidité suite au passage de la FCO 3 et 8. Donc, sur les taux de mortalité, on est pour la 3 entre 0 et 35%. Et pour la FCO 8, sur des chiffres très comparables qui vont de 0 à 33%. Et sur la morbidité, cette fois-ci, donc on est sur la 3 sur un chiffre supérieur qui peut aller donc jusqu'à 60% de morbidité dans les élevages. Et sur la FCO 3, entre 0 et 33%. Voilà. Donc, ces résultats d'enquête sont disponibles. Donc, ils sont en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver facilement. Donc, en fait, ce sont des éleveurs qui ont été déclarés positifs, qui ont été enquêtés. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par les béliers. On va faire une partie bélier et puis une partie brebis en matière de reconstitution du troupeau. Et donc, on va commencer avec toi, Rodolphe, donc sur la fertilité des béliers qui a quand même posé beaucoup de questions et qui continue d'ailleurs à en poser. Alors effectivement, du coup, ce qu'on a pu constater, donc juste pour rappel, la fertilité des béliers, du coup, elle se prépare 60 jours avant avec la spermatogénèse et potentiellement, si un bélier est malade pendant cette durée, l'infertilité court pendant 2 mois dès lors qu'il a déclaré les symptômes, potentiellement. Il n'y a plus de son. Toujours là. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon, vous entendez? Nickel. Donc, ce qui semblerait, en fait, ce qu'on a pu remarquer sur le terrain, sur la dernière campagne, du moins, sur la dernière phase de la FCO, c'est-à-dire que les béliers auraient récupéré leur pouvoir de reproduction dans les 3 mois qui ont potentiellement suivi du coup, leur déclaration de maladie. Donc, ce qui s'avère intéressant par rapport, effectivement, à la fertilité derrière qu'on va avoir. Et ça, effectivement, s'il était en bon état, c'est d'autant plus vrai. Alors, comment on peut vérifier la fertilité des béliers? Donc, il y a quelques méthodes qui existent qu'on a et qu'on pratique en élevage. Donc là, la première, qui est aussi une méthode pour voir quand on achète des béliers, c'est la palpation des testicules, pour voir s'il n'y a pas d'indurité, s'il n'y a pas de problématique sur tout ce qui est canaux et s'il n'y a pas d'irrégularité au niveau des testicules. Voilà. Après, pour voir aussi que les bourses soient bien souples. Ça révèle du coup potentiellement un appareil reproducteur qui fonctionne. Ensuite, sur les taux de fertilité qu'on a pu constater sur les luttes d'automne, si effectivement sur certains béliers elle est supérieure à 90%, ça veut dire que le bélier est potentiellement revenu à son activité maximale par rapport à sa fertilité. C'est plutôt un bon signe. Ensuite, une autre méthode aussi qui permet de vérifier rapidement si votre bélier est fertile ou pas, c'est de synchroniser un petit lot de brebis, comme si on faisait de l'assimilation, mais sans faire l'assimilation, et on met le bélier à tester sur ce petit lot.
Et ensuite, on fait un constat de gestation 45 jours après le retrait. Ça permet effectivement de voir si il a travaillé et si il a sailli correctement et rempli les brebis. Une autre méthode qui est légèrement controversée et qui est problématique par rapport au bien-être animal, c'est le test de fertilité par électroéjaculation qui implique du coup un traitement, on va dire, externe au bélier pour récupérer la semence et tester du coup sa semence au même titre qu'un bélier qui est en centre d'assimilation pour voir si c'est fertile ou pas. Voilà. Donc ça, cette dernière méthode, il y a eu quelques campagnes de réalisation faites cet automne. Après, voilà, ça reste une méthode qui est impactante sur le bélier et qui potentiellement peut être effectivement remise en question. Attention. Ensuite, si effectivement vous avez constaté que votre bélier était infertile ou que vous avez eu la mortalité sur votre hara de bélier, du coup, un moyen de reconstituer son hara rapidement, c'est d'acheter des béliers, en fait, on va dire qualifiés. Ils sont a priorisés par rapport à la reconstitution de ce hara et ça permet d'avoir des béliers qui sont issus des schémas de sélection en fonction des races, validés au niveau sanitaire et génétique par les organismes de sélection et qui possèdent un certificat d'origine et de qualification. Et ça permet d'avoir de la qualité pour la reconstitution de son hara. Les disponibilités sont les mêmes après interrogation auprès des OS et la même que sur les années précédentes. Il y a effectivement a priori assez de béliers pour pouvoir reconstituer les haras. Alors attention en termes de terminologie, on parle bien de béliers qualifiés, donc issus des schémas, et pas de béliers certifiés ou certifiables. C'est-à-dire que en termes de béliers certifiés, donc c'est un abus de langage qui est lié au fait que potentiellement les élevages sont effectivement en contrôle de performance, comme tout élevage peut être, mais ça ne veut pas dire que les béliers qui sont produits sont issus des schémas de sélection. Donc on parle bien là de béliers qualifiés, au même titre qu'on le verra plus tard pour les anières. Ensuite, au niveau des béliers qualifiés, donc il existe différentes catégories de béliers qui peuvent être vendus par les sélectionneurs. Donc on va voir les agneaux, qui sont des agneaux, du coup, ce sont des agneaux qui ont aux alentours de 10 mois, qui permettent d'avoir une bonne adaptation au sein des troupeaux acheteurs, qui ont une adaptabilité facile dans les milieux d'élevage. Mais attention, il y a un truc aussi à prendre en considération, c'est que la mise en lutte est, on va dire, un peu plus tardive parce qu'ils ne sont pas finis en termes de croissance. Et si on ne veut pas casser les béliers pour leur carrière future, il ne faut pas les mettre trop tôt. Ça demande aussi une certaine, on va dire, attention par rapport à leur conduite en élevage, dans les élevages acheteurs. On ne peut pas balancer comme ça un jeune bélier dans la rare de vieux béliers où potentiellement il va se faire un peu martyriser par la hiérarchie. Ensuite, on a une autre catégorie qui est les entenés. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut les mettre en lutte assez rapidement, à l'issue de la quarantaine. Donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'un bélier agneau. Parfois, l'adaptation, si elle est mal préparée, peut être un petit peu plus longue. Donc on peut avoir des béliers qui en pâtissent au niveau de leur état. Ensuite, une troisième catégorie qui est tout aussi intéressante que ces jeunes catégories, ce sont les béliers de seconde main. Alors, intéressant parce qu'on a de la génétique, intéressant parce que c'est un peu moins cher que des jeunes béliers, donc on est sur les 2 tiers de prix de jeunes béliers, et c'est la seconde main, donc c'est issu des schémas, et souvent ils sont remis en seconde main parce que les sélectionneurs, souvent des béliers de sélectionneurs, utilisés par les sélectionneurs, parce qu'on arrive sur les agnelles, et donc du coup, pour éviter les consanguinités, on vend les béliers en producteurs en seconde main. Donc ça peut être intéressant si on veut reconstituer rapidement un rat de bélier avec des béliers qui sont clairs-bleus. Ouais. Donc après, comme tout animal adulte, il faut faire attention au statut sanitaire par rapport aux élevages acheteurs. Et après, au niveau de l'alimentation, il faut être encore plus, on va dire, porter une attention plus importante sur effectivement, par rapport aux transitions alimentaires et à ce qu'on peut leur apporter comme complémentation. Ensuite, on va parler du coup de
bélier qualifié. Donc, dans les trois cas, vous allez avoir potentiellement des papiers. Donc, là, on parle de certificat d'origine et de qualification. Donc, pardon, on vulgarise en disant le coq, mais ça peut être aussi un certificat zootechnique des béliers. C'est les deux terminaisons qui sont possibles et qu'on peut voir du coup en campagne. La plupart du temps, voilà, ça se présente de ce type. Donc, on a un certificat d'origine et de qualification qui rappelle le numéro des béliers, les principales informations sur les dates de naissance, les génotypages du bélier. Donc, PRP, je vous rappelle, c'est la tremblante. Donc là, dans ce cas-là, il est prédit. S'il avait été effectivement certifié, il aurait été en majuscule. Après, on va avoir tout ce qui est information sur les naissances, élevage, et tout ce qui est index par rapport aux qualités maternelles. Si c'est un bélier qui est sorti de station, on aura à droite des qualités maternelles, du coup, les qualités bouchères liées à son passage en centre d'élevage ou en station de contrôle individuel. Voilà. Et après, vous allez avoir tout à droite, toutes les informations liées à tout ce qui est ascendant lié à cet individu. Faites attention, un point à prendre en considération quand vous avez les coques, je vous le rappelle, même si ça peut être anodin, c'est la date d'édition du coq. Parce que il est souvent édité au moment où l'agneau sort de station ou d'élevage sélectionneur. Il n'est pas forcément réactualisé par rapport aux index. Bon, même si les index sont réactualisés, mais l'édition n'est pas actualisée. Donc, si vous voulez vraiment avoir, dans le cas d'éleveurs qui veulent faire leur renouvellement des index cohérents, essayez de voir avec les OS pour voir s'ils peuvent vous indiquer les différents index de ce livre. Donc par la suite, Rodolphe vous a présenté le choix en priorité qui s'oriente vers des béliers qualifiés. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez vous orienter également vers des béliers non qualifiés. Alors ça peut être aussi parmi les élevages qui participent à la base de sélection. Donc avec des béliers qui sont non retenus pour être qualifiés, voilà, parce que par exemple il y a une petite tache ou des choses comme ça, mais qui en restent néanmoins très bons par rapport à l'utilisation que vous voulez en faire. Ensuite, vous pouvez également vous orienter vers un éleveur qui ne soit pas sélectionneur, au minimum peut-être adhérent à un organisme de contrôle de performance. Mais voilà, vous aurez également des béliers dans lesquels vous pouvez faire des élevages dans lesquels vous pourrez trouver des béliers de qualité. Et par contre, vous n'aurez pas sûrement tous les renseignements que Rodolphe vous a présentés là sur le certificat d'origine et de qualification. Donc en fait, il faudra penser aussi et avant tout de faire un génotypage pour la tremblante. Voilà, c'est une analyse qui coûte environ une trentaine d'euros. Bien sûr, une analyse à réaliser avant l'achat du bélier. Et cet aspect génotypage tremblante est souvent demandé voilà, par les groupements de producteurs dans le cadre de production ou d'adhésion à des labels ou des ventes d'agneaux certifiés. Voilà, ensuite et enfin, on va dire, par défaut, vous pouvez aussi vous orienter vers des sites de petites annonces. Alors là également, il faut faire le tri. Alors bien sûr, des sélectionneurs de la base de sélection ou des éleveurs en contrôle de performance peuvent également faire de la publicité sur ces sites. Voilà, mais avant tout, il faut être assez vigilant, très vigilant dans le choix des animaux, dans le choix des élevages. Et ne pas hésiter aussi à se déplacer pour aller voir les animaux. Ensuite, la diapo suivante, voilà. Donc pour acheter un bélier, alors déjà un point de vue réglementaire, il faut vous assurer, alors là vous n'aurez pas de problème auprès des éleveurs en base de sélection, que le bélier soit correctement identifié, donc qu'il ait bien une boucle dans chaque oreille, et puis qu'il soit accompagné de son document sanitaire d'accompagnement au vin, voilà ce qu'on appelle également le DSAO. Donc pour les éleveurs qui ne sont pas habitués à vendre des reproducteurs, ce document doit être demandé auprès de leur service vétérinaire, voilà, DDE, TSPP ou
d'autres dénominations selon les départements. Ça, c'est une chose voilà, qui est essentielle. Ensuite, vous allez avoir une phase d'adaptation. Donc, je dirais qu'un bélier, il faut l'acheter quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'il soit agneau ou entenay. L'idéal, c'est de ne pas l'utiliser tout de suite, de ne pas le mettre tout de suite dans les brebis à travailler dès son achat. Voilà. Il faut plutôt privilégier une quarantaine, c'est-à-dire laisser le temps à l'animal qui vient d'être juste acheté, soit d'exprimer la maladie qui va exprimer suite au stress dû au transport ou au stress suite à son nouvel environnement. Voilà. Mais également, il peut ne pas être immunisé pour les pathologies qui sont présentes dans l'élevage. Et là, pour le coup, il faut également s'assurer de sa bonne intégration dans l'élevage. En général, un mois est suffisant, mais ça peut être réduit à une quinzaine de jours. Voilà. Dans tous les cas, voilà, que ce soit pour une transition alimentaire ou sur l'aspect sanitaire, il faut s'assurer aussi de l'historique de l'animal, du bélier, c'est-à-dire dans quelles conditions il est élevé, quelle alimentation il pouvait avoir, si c'était un animal qui était à l'herbe ou en bergerie, et auquel cas il faudrait également prévoir une transition au niveau de l'alimentation. Donc pour les béliers les jeunes béliers qui sont issus de stations de contrôle individuel ou de centres d'élevage, c'est vrai qu'il faut plutôt continuer à les alimenter au départ comme ils l'étaient en station. Alors bien sûr, ces niveaux de consommation d'aliments, elles peuvent être aussi variables en fonction des différentes races. Là encore, il faut se renseigner auprès des vendeurs. Donc ça peut être au niveau, en termes de volume, 1 kg d'aliments par jour pendant un mois. Voilà, que les jeunes béliers soient à l'herbe ou en bergerie, puis diminuer la ration, mais la maintenir pour assurer le bon développement des béliers, enfin des futurs béliers, donc jusqu'à l'âge d'1 an. Et puis bien sûr, après, vous pouvez mélanger si ce n'est pas fait avant, ces jeunes animaux, ces jeunes béliers, avec vos lots de béliers déjà en service sur l'élevage. Pour les béliers achetés en foire ou en centre de rassemblement ou directement également dans les élevages, donc idem, demander aussi avoir un historique de leur alimentation et savoir à la qualité, si c'était un aliment complet du commerce ou un aliment fermier à base de céréales, et puis maintenir ce niveau d'alimentation voilà, pendant quelques temps. Mais ça, c'est aussi les éleveurs avec leur œil qui vont pouvoir juger et jauger de l'alimentation qu'il faut distribuer. Ensuite, voilà, en termes d'intégration, c'est pareil, il faut également faire attention au niveau du parasitisme. Sachant que d'autant plus qu'un gros sujet d'actualité, c'est également les résistances qui apparaissent en termes de produits antiparasitaires. Donc c'est d'autant plus important qu'il faut demander également quel protocole était pratiqué en termes d'antiparasitaires. Voilà, éventuellement quel était le dernier traitement administré à l'animal. Et puis faire attention également si les animaux n'ont jamais été au pâturage. Voilà, ça concerne essentiellement les jeunes béliers issus des systèmes de bergerie. Là, on va plutôt appliquer les mêmes pratiques que l'on peut avoir pour ses propres animaux, ses propres agnelles de renouvellement, entre autres, par rapport aux parasites qu'on retrouve à l'herbe, c'est-à-dire le ténia et le strongle. Voilà. Je rajouterai en termes également, que je n'ai pas dit tout à l'heure, en termes d'adaptation et de quarantaine, faire attention surtout aux maladies très contagieuses qui s'achètent souvent, qui sont la gale et le piétin, et être très vigilant, d'où l'importance de la quarantaine. Alors, si la disponibilité des béliers à l'achat elle est nulle ou quasi nulle, il y a d'autres possibilités, entre autres avoir le recours à l'insémination.
Donc cette option, elle a l'avantage d'avoir à disposition les semences des meilleurs béliers de chaque race, et tout ça bien sûr sans problème sanitaire. Donc pour rappel, la pose des éponges se déroule à J1, vous avez le retrait à J14, l'IA à J16, avec un intervalle entre le retrait et l'IA de 55 heures pour les brebis et de 52 heures pour les agnelles. Il faut compter un taux de fertilité de 65% en moyenne, mais c'est variable, il y a des fortes variabilités en fonction des races et surtout de la saison. Et au niveau tarif, il faut compter entre 13 et 20 euros par brebis. Dans les 13 et 20 euros, il y a le coût de l'éponge, le type de semence et surtout le coût de la mise en place par le prestataire qui propose l'insémination. Donc, en parlant d'IA, c'était l'occasion de parler d'un produit qui est peut-être pas encore connu vraiment de tous aujourd'hui. Donc, ce Seeder, donc c'est le même principe que l'éponge, avec voilà, la seule petite différence, c'est qu'on est sur 12 jours de pause, avec une technique qui est peut-être enfin, je trouve moi beaucoup plus simple au niveau du chantier de pause. Donc, le gros avantage par rapport aux agnelles, c'est qu'on n'a pas besoin de dépucelage, donc de passage avant. Donc, on est sur des coûts, grosso modo, du Cider autour des 2,80 €. Là, c'est les tarifs que j'avais sur 2024. Donc, mais vraiment, le gros avantage, c'est la facilité de pose et le ressenti des inséminateurs quand ils viennent après. C'est des brebis qui sont beaucoup plus propres au moment de l'IA, donc avec moins de problèmes sanitaires derrière, quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment l'occasion de faire un petit point là-dessus et de présenter le produit qui n'est pas encore connu de tous, quoi. Il est aussi possible de garder un bélier de son propre élevage. Donc pour cela, on vous conseille de réaliser un premier tri au sevrage ou vers 60 jours. Seuls les plus lourds sont sélectionnés. Ensuite, sur ce tri-là, il faut vérifier bien sûr les pattes, les aplombs, les dents, éviter les béliers grignards par exemple qui auraient du mal à se nourrir au pâturage, et vérifier aussi que les 2 testicules soient bien descendus. Ensuite, il faut demander une prise de sang à son vétérinaire pour une analyse de génotypage contre la tremblante. Donc pour rappel, il faut compter à peu près 30 € pour un génotypage. Il faut faire la demande d'analyse vers 60 jours d'âge pour éviter d'avoir les résultats trop tardivement, parce que si les béliers sortent sensibles, il faut pouvoir les envoyer à l'abattoir sans qu'ils soient forcément déclassés s'il y a du label derrière. Et donc, seuls les béliers double ARR sont conservés. Et là-dessus, on vous conseille de refaire un second tri parce qu'au fur et à mesure de la croissance, il peut y avoir des modifications, par exemple au niveau des aplombs ou des dents. Voilà. Attention cependant aux agneaux élevés au biberon parce qu'on sait qu'à l'âge adulte, ils peuvent parfois devenir agressifs vis-à-vis de l'homme. Donc, pas se retrouver avec un bélier à problème par la suite. Voilà, donc on a fait le tour sur les béliers. Je ne sais pas si vous avez des interrogations, des questions. Alors Marianne, oui, je vois, je vais tout de suite te donner la parole. Donc vous avez vu, il y a plusieurs solutions qui vous ont été présentées pour remplacer un bélier. En termes de bélier qualifié, juste pour résumer, on est à peu près sur les mêmes disponibilités que les années précédentes, hein. Et puis ensuite, vous avez possibilité d'utiliser l'IA ou aussi de garder un agneau de chez vous ou d'acheter un bélier qui soit non qualifié avec toutes les précautions qu'on a essayé de vous dérouler. Ouais, Marion, à toi. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais quelques questions, notamment par rapport aux éléments qui ont été abordés. Donc, si on est bien d'accord sur la thématique reconstruction des cheptels après FCO, alors moi, il y a un élément qui me paraît quand même incontournable dans tout ça, c'est d'acheter des animaux vaccinés, en fait, qui permettent déjà d'avoir un côté sûreté de protection par rapport à ça. L'autre élément qui m'interpelle un petit peu ou qui m'interroge plutôt, c'est, alors on parle de bélier qualifié, tout à fait. Donc on se met dans la position d'un acheteur. Comment on s'assure d'avoir un bélier qui soit fertile? Parce que autant le mettre avec des petits lots d'animaux, enfin je comprends, je sais aussi qu'il faut anticiper par rapport à l'achat, mais la garantie de fertilité d'un animal acheté pour reconstituer son cheptel, elle n'est pas si évidente que ça, hein, par rapport à ça. Euh, pour exemple, alors, vous avez souligné que c'était des méthodologies qui étaient assez controversées concernant les analyses, notamment par le biais de l'utilisation d'un électroéjaculateur. Alors juste pour vous faire un petit débrief sur ce qu'on a fait une journée, nous, au niveau de département, là, pour des éleveurs.
Alors effectivement, hein, c'est pas du 100% puisqu'on a un tiers des béliers qui n'ont pas pu éjaculer. Mais le mérite que ça a pu avoir, c'est que sur ceux pour lesquels on a pu faire des analyses, on a 50% des béliers qui ne sont pas bons sur des animaux qui sont issus d'élevages pour lesquels la FCO est passée. Donc ça veut dire que derrière, il y a quand même vraiment une importance de mesurer cette fertilité. Alors la manière peut faire débat ou d'autres méthodologies peuvent être utilisées, mais ça fait partie vraiment des éléments qui sont importants par rapport à ça. L'autre. Oui, vas-y, t'as pas fini, Oui. Marion. Ouais, j'expose mes 4 points et puis après je vous relaisse la parole. L'autre élément par rapport aux introductions, c'est donc vous l'avez souligné, hein, sur le risque d'introduire des maladies en élevage. Ça fait partie de nos métiers où on essaie justement de faire passer les messages et c'est le plus compliqué dans les élevages. Alors c'est bien de connaître le statut sanitaire des animaux qu'on introduit, mais pour beaucoup, les éleveurs ne connaissent pas le statut sanitaire de chez eux. Alors, je parle pour les maladies abortives principalement, hein, parce que au-delà de la brucellose qui peut être sur le contrôle de l'introduction, et aujourd'hui avec les attestations sanitaires, on n'a pas de contrôle d'introduction. Mais on a eu le cas de figure où sur des éleveurs qui ont acheté des animaux sains entre guillemets en faisant des prises de sang d'achat et en n'ayant pas connaissance de statut chez eux, notamment en matière de maladies abortives comme la fièvre Q, on a eu des vraies catastrophes sur des animaux introduits qui étaient complètement naïfs en fait. Et puis le dernier point qui m'a interpellé par contre, c'est le traitement systématique des animaux introduits quand on a des animaux qui n'ont pas pâturé, notamment par rapport au strong, où là je suis assez partagé par rapport à cette préconisation, puisqu'on a des animaux qui n'en ont jamais mangé et quel est l'intérêt de les traiter avant qu'ils pâturent? Ça, c'est une question. J'en ai fini. Merci. Merci, Marion. Alors, sur le traitement systématique, non, ça, c'est une erreur, hein. On ne traite pas des agneaux qui ont été. Non, pas du. Enfin, non, non. Non, non. Non, mais c'est par la suite, c'est bien sûr, dès qu'ils sont mis à l'herbe, ces animaux, c'est après être vigilant et les conduire comme s'ils étaient en première année de pâturage, parce qu'on peut avoir des animaux qui soient déjà plus âgés, mais c'est quand même des animaux qui vont être Ouais, Marion, mis à l'herbe pour une suis- première fois, donc il faut être vigilant. Je Mais il y a, soulignerai- bien entendu, à la mise à l'herbe, il n'y a pas de traitement systématique. ouais, c'est pas ce qu'on a voulu dire, hein, pas du tout. Hein. D'accord. C'est qu'il fallait être vigilant à la suite. Ouais. Et Oui. je soulignerai quand même sur l'importance de faire des copros. Alors ça, c'est d'un point de vue, c'est valable pour là, mais c'est valable pour le reste, hein. Oui. Des copros avant de traiter, quoi, parce qu'à un moment donné, sortir de ces habitudes pour lesquelles on était en traitement de manière systématique et avec les résistances que vous avez citées à très juste titre, hein, mais c'est vrai que ce serait très important de sortir des habitudes de travail qui étaient en vigueur jusqu'ici, quoi. Ouais. Alors, les développements font quand même beaucoup copro. Hein. Je pense que là, on peut dire le contraire. Quand même une pratique qui est très répandue, qui est quand même très répandue. D'où l'importance de la quarantaine, justement, pour en profiter pour faire d'autres analyses, que ce soit sur des maladies qui ne sont pas recherchées au départ ou des copros, et au moins de maintenir l'animal en bâtiment tant qu'on n'a pas de résultats d'analyse. Donc, sur la fertilité des béliers, je pense que Stéphane va pouvoir également témoigner, puisqu'il l'a fait chez lui. Stéphane est éleveur également. Hein. Donc, en fait, ce qu'a voulu vous dire Rodolphe, c'est qu'au niveau de la méthode, c'est pas une méthode qui qualifie la fertilité des béliers, mais la qualité de la semence, hein, comme ce qu'on peut faire en matière d'assimilation animale. On est bien d'accord. Si on veut la fertilité des béliers, il faut qu'ils saillissent des brebis, puis qu'on regarde s'ils sont gestants, si elles sont gestantes. Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le... Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que c'est une méthode un peu controversée, mais enfin, nous, sur les Hauts-de-France, ça a été pas mal. Enfin, il y a eu des campagnes de fait, parce qu'il y a eu des gros dégâts dans les premiers cas de FCO, surtout sur les Texels. Donc, c'est vrai qu'on l'avait déjà fait, ces campagnes-là, en 2007, sur les premiers cas de FCO. Donc, nous, on l'utilise. C'est vrai que c'est un peu controversé, mais moi, ça rassure sur son haras de bélier. Pour l'avoir fait chez moi, j'avais été déclaré positif. Un bélier avait vraiment des symptômes FCO et au moment de la repro, quand on teste le bélier, on voit qu'il est revenu bon. Déjà, ça rassure et ça permet des fois de voir des béliers qu'on pensait pas malades et qui étaient pas bons, quoi. Donc voilà, la méthode est peut-être controversée, mais au moins ça permet d'avoir une vision et de savoir où on va, quoi. Voilà. On a cité la méthode et on vous a dit qu'elle était controversée, c'est tout. Nous, on ne prend pas position. Hein. Voilà. Sur la vaccination FCO, est-ce que certains d'entre vous veulent réagir lors d'achat de bélier?
Je sais que dans le Sud-Aveyron, quand on a fait les ventes de sélectionneurs depuis déjà plus de 2 ans, là, depuis les passages de FCO 8, on avait demandé à ce que les béliers vendus qualifiés soient effectivement vaccinés avant la vente pour qu'ils aient l'immunité. Donc ça, c'était une obligation. On ne voulait pas qu'il soit diffusé des béliers qui potentiellement pouvaient devenir stériles suite au passage de la FCO et que derrière, on ait des retours négatifs des acheteurs, quoi. Compte tenu du prix des béliers, effectivement, c'est le minimum obligatoire pour la vente des béliers à la repro. Voilà. Est-ce qu'on a Je pense répondu à que- toutes tes questions, Marion? Il y a encore une Je question. rajouterais par rapport à la vaccination FCO, c'est vrai que dans des départements qui sont confrontés aux deux sérotypes 3 et 8, si les sélectionneurs veulent vendre des animaux, qu'ils soient mâles ou femelles, je pense qu'ils vont s'orienter de toute façon vers une vaccination de tous les reproducteurs s'ils désirent en vendre. C'est une garantie quand même pour les futurs acquéreurs. Oui, Stéphane, j'ai oublié une question, tu me dis? Il y a une main levée encore là. C'est Marie. Ah, mais c'est Marion qui l'a pas Non, baissé. c'est que je la baisse. Non, en tout cas, merci pour les retours, mais c'est vrai que là pour avoir nous sur le département de la Creuse, alors on n'a pas été confronté Oui. au 3, mais on a été confronté au Ouais. 8 de manière très très importante, avec Ouais. des pertes importantes dans les élevages, et ça fait partie des conditions sine qua non aujourd'hui, c'est protéger vos animaux. Tu as Et raison ainsi de- les animaux protégés. Hein, et c'est important pour anticiper l'arrivée du 3 cette année. Quoi. Tu as raison de le souligner, Marion. Sur les béliers, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tous autour de vous êtes là, Arnaud, par exemple, dans l'Oise, est-ce qu'il y a t'as des éleveurs qui ont vraiment subi des grosses pertes et qui sont en train d'acheter des béliers ou qui l'ont déjà fait d'ailleurs, peut-être? Je suis en voiture, hein, ça va pas être évident. Ils ont renouvelé beaucoup en interne, parce que bon, vous faites plus des sélectionneurs qui ont fait la FCO, et souvent c'était des jeunes béliers qui sont renouvelés en interne. D'accord, j'ai pas si vous avez bien entendu. J'ai pas bien entendu. Désolé, Arnaud. Et en tout cas, nous, il y a vraiment l'est de l'Oise qui a été touché, et j'ai en connaissance plutôt des sélectionneurs qui ont été touchés par la FCO et qui ont renouvelé avec des jeunes béliers qui étaient déjà chez eux. Donc pas trop d'achats extérieurs. Voilà. D'accord, ok. Et Anne, je ne sais pas si tu es autour du fil, Anne, dans les Pyrénées-Orientales, pour aller à l'autre bout de la France. Est-ce que tu as chez tes éleveurs également du renouvellement de béliers? Je m'entends pas, Anne. Bon, mais si vous voulez, Anne, si tu nous entends et que tu n'as pas de micro, si tu veux laisser dans le chat, ce sera avec plaisir. Alors, on va passer aux femelles, si vous voulez bien. On a vu les béliers. Donc, on passe aux femelles avec toi, Stéphane. Ok. Donc oui, en fonction des élevages, il y a pu y avoir des taux de mortalité assez importants avec voilà, des pertes des fois de 60, 70 femelles donc de mortes ou de morbides. Donc après se pose la question de revenir absolument à l'effectif initial tout de suite ou est-ce qu'on va mettre plusieurs années pour revenir à cet effectif-là. Donc, voilà, donc en fonction de chaque exploitation, on va s'adapter et voir ce qui va le mieux en fait. Donc après, il y a plusieurs possibilités pour revenir à l'effectif initial. Donc il y a une piste, bon, qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est être moins sévère sur le tri des réformes. Donc, c'est dire, voilà, on refait un tour de plus pour quelques brebis qui, par exemple, n'ont plus qu'un seul quartier. Bon, après, c'est anticipé. On sait qu'on va au-delà d'autres soucis, parce que souvent, c'est ça qu'un quartier qui fait 3 agneaux. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'il faut anticiper soit de l'achat de lait, le matériel pour distribuer, pour faire l'allaitement artificiel. On sait aussi qu'il y aura forcément un peu plus d'aliments pour nourrir ces agneaux-là. Donc, tout ça, c'est anticipé. Voilà, ça peut être une solution, mais à bien prévoir. Après, la possibilité, c'est aussi de garder quelques brebis vides sur des luttes de printemps. Donc, dans des systèmes accélérés ou pas. Après, en fonction de chaque système également, on s'adapte. Donc voilà, dans les systèmes 3 en 2 ou après sur des systèmes avec donc non accélérés, mais avec plusieurs périodes de mise basse, ça peut être une solution pour rattraper quelques brebis qu'on aurait initialement normalement réformées, quoi.
Donc ça, c'est une des solutions pour revenir un peu à l'effectif initial. Et après, c'est conserver aussi tout ce qui est agnelle ou antennesse vide, que ce soit au printemps ou à l'automne, c'est relaisser une chance quand même. Après, peut-être repasser par de la synchro si nécessaire sur des luttes de printemps pour essayer de gagner quelques points de fertile sur les agnelles. Voilà, donc par contre, oui, être moins sévère sur le tri des réformes, forcément, ça va engendrer quelques petits soucis. Donc par les quelques années d'expérience en contrôle de performance, voilà, toute race confondue, on sait qu'on va forcément baisser un petit peu en productivité. Souvent, on avait le repère de dire c'est au-delà de 6 agnelages, on réforme. Donc là, sous grosso modo 7 ans. Voilà, on sait que historiquement, on a forcément des baisses de productivité sur ces femelles-là. Après, voilà, on peut, voilà, en conservant ces femelles, refaire un tour de plus. Il faut savoir qu'on forcément en productivité, on va baisser un petit peu. Grosso modo, c'est 18% là sur l'exemple. Et également, on sait que en production laitière, on est toujours aussi sur des brebis un peu plus vieillissantes, donc qui auront des performances laitières un petit peu moindres qu'en pleine production, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses à prévoir et à anticiper si on veut faire un tour de plus, grosso modo, avec ces brebis-là. Voilà. Il est tout à fait possible aussi de conserver davantage d'agnelles, hein. Et attention cependant de bien respecter les poids seuil au sevrage. Donc pour des agnelles élevées en bergerie, il faut compter au minimum 25 kg et puis un sevrage vers 70-80 jours. Pour celles qui seraient élevées à l'herbe, il faut compter 28 kg minimum pour un sevrage autour de 4 mois. Dans tous les cas, il faut penser à se rapprocher du technicien pour caler une alimentation croissance. Faire en sorte voilà, que les agnelles ne soient pas trop grasses sur la mise en lutte pour éviter les ratés de fertilité. Attention aussi à ne pas perdre de lait d'ovine. Il faut toujours penser au taux de productivité qui est, pour rappel, de 0,5 sur l'année 2025, 0,5 agneaux nés vendus par brebis sur l'année qui précède. Donc voilà, garder trop d'agnelles, ça fait des agnelles non vendues et donc un taux de productivité qui baisse et du coup des pertes financières sur une baisse de lait d'ovine. Attention aussi à la conduite du lot de ces agnelles conservées parce que ça va engendrer du coup un lot supplémentaire ou l'intégration des agnelles sur un lot de brebis et du coup ça va modifier le système de repro. De fait, faire attention aussi à la place en bergerie forcément au moment de la mise bas qui sera différente des mises bas habituelles. Ensuite, il y a bien sûr la possibilité d'acheter des agnelles qualifiées. Donc le marché est un peu plus tendu. Bon, les disponibilités sont les mêmes que les années précédentes, c'est ça qui complique le travail. C'est-à-dire que les éleveurs qui réservent les agnelles d'une année à l'autre sont prioritaires. Et donc du coup, il y a moins de dispo. Bon, mais parfois il y a des lots malgré tout qui ne trouvent pas preneur. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès des techniciens ou des organismes de sélection pour voir s'il y a des lots de disponibles. Vous pouvez aussi acheter des agnelles non qualifiées à un voisin. C'est tout à fait possible à condition que le statut sanitaire du vendeur soit proche de celui de l'acheteur. Les principales recommandations sont de ne pas multiplier le nombre d'élevages pour limiter les problèmes sanitaires qui peuvent en découler. Se renseigner du coup sur le statut sanitaire de l'élevage vendeur bien sûr et sur son mode d'alimentation pour faciliter la transition des brebis, des agnelles en l'occurrence d'un élevage à l'autre. Il faut aussi se renseigner sur les vaccins pratiqués sur le troupeau du vendeur. Parce qu'effectivement, on parlait de maladies avortives tout à l'heure, mais c'est sûr que c'est toujours mieux de savoir les problématiques qu'ont les vendeurs pour pouvoir s'adapter et anticiper les problématiques qui peuvent arriver chez l'acheteur par la suite. Bien sûr, éviter les petites annonces, sauf issues de schémas de sélection. Voilà, il peut y avoir des mauvaises surprises derrière. On ne connaît pas les statuts sanitaires des vendeurs, etc. C'est forcément de suite des suites problèmes qui peuvent en découler. Enfin, on passe aussi sur l'achat des brebis, qui est envisageable aussi, mais sous certaines conditions. Donc, de préférence, un seul lot. Des brebis soigneusement triées, vérifier les millésimes dont parlait Stéphane tout à l'heure. Au-delà des 6-7 ans, on a des brebis qui produisent beaucoup moins. Vérifier les dents, parce que des brebis trop âgées, il leur manque des chicots, elles ne peuvent plus pâturer comme il faut. Vérifier les mamelles, ne pas acheter des brebis qui ont des mammites. Et bien sûr, les boiteries, hyper important, hein. Toujours ces problèmes-là. Vérifier la gale aussi, ce genre de problématiques. Donc, toujours avoir un statut sanitaire relativement proche
entre le vendeur et l'acheteur. Et un point d'attention sur l'adaptation des brebis adultes qui est toujours plus compliqué que sur celle des agnelles. Le stress du nouvel environnement, la modification de l'équilibre entre le microbisme du bâtiment et l'immunité de la brebis peut engendrer des problématiques. Donc, il faut l'avoir en tête au moment de l'achat. Et puis, toujours faire attention sur les sites des petites annonces, éviter les achats un peu aléatoires. Voilà. Voilà pour la partie brebis. Stéphane, peut-être tu peux nous spécifier là pour l'aide ovine, pour la déclaration 2025, il y avait une dérogation possible là pour la FCO. Oui, en cas de perte pour cause sanitaire, il y a des dérogations possibles au niveau de la déclaration des ovines. Donc ça va bien prendre en compte. Alors, ça va prendre en compte. Pour 2026, on ne sait pas si cette dérogation sera toujours. Absolument. On espère. Mais... On espère. On espère. Avez-vous des questions, des remarques les uns les autres? N'hésitez pas. Hein. Vous voyez que sur les... Ça va être plus compliqué pour les femelles, hein, pour les mâles. Alors, Anne a laissé un message. Nous avons fait des tests fertilité en septembre, mais aussi plus de 50% infertiles en ce moment. Donc, vous avez toujours, Anne, des béliers qui sont infertiles en ce moment. C'est quand même très embêtant. Émilie, est-ce que tu veux prendre la parole pour dire ce qui se fait en région Aura sur les aides possibles pour conserver les agnelles? Vas-y. Donc Emeline de la Loire. Donc effectivement, en région Aura, il y a des aides qui ont été mises en place par la région. Donc j'avais mis dans mon message que c'était uniquement pour les agnelles qui étaient gardées en croix interne. Et en fait, j'ai revérifié, c'est donc pour les agnelles et pour les béliers, soit qui sont gardées en croix interne, soit qui sont achetées. Donc c'est des aides qui sont faites là sur l'année 2024 et sur 2025. C'est jusqu'en décembre 2025 pour les éleveurs qui garderaient des animaux qu'ils auraient prévu à la base de réformer. Voilà, donc c'est des aides qui sont instruites par la région. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres régions à votre connaissance qui pratiquent ces aides, Christophe? En région Bourgogne-Franche-Comté, on a également la même action avec un financement, avec des dossiers à déposer auprès du conseil régional et qui attribue une aide sur les femelles et les béliers achetés. Très bien. Les uns les autres, est-ce que vous avez d'autres remarques sur la partie femelle? Marianne, non, tu n'as pas d'autres remarques que celles que tu avais données sur les mâles? Non, sur le principe, il est exactement le même, mais c'est ce qui a été très justement cité, c'est-à-dire que il faut essentiellement échanger avec le vendeur sur le statut sanitaire du cheptel d'origine, puisqu'on a des compatibilités possibles. Et j'ai vu des agnelles se faire casser pour des sérologies positives alors qu'elles avaient été vaccinées, alors que s'il y avait eu un minimum d'échange et un peu de discussion, eh bien, ça ne serait pas arrivé. Donc voilà, c'est vraiment important. On ne demande pas d'introduire des animaux qui sont plus blancs que blancs, on demande d'introduire des animaux qui ont le même statut que le cheptel qui va introduire du coup. Et ce qui permet de pouvoir soit continuer la mise en place des vaccinations qui peuvent exister, soit adapter des animaux qui peuvent être naïfs à des circulations de pathologies. Enfin voilà, c'est avant tout de l'échange entre le vendeur et l'acheteur. Il faut essayer d'encourager ça, puisque le sanitaire, on le voit bien, c'est des sujets qui sont très tabous, mais il faut absolument dédramatiser tout ça et faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi, puisque c'est le cas. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on vous remercie. On espère que voilà, ces 3/4 d'heure de webinaire vous auront un petit peu éclairé sur les possibilités de reconstitution de ce troupeau. Vous avez un document qui est en ligne sur le site d'Innova et de l'Institut de l'élevage qui s'appelle Ovin Viande, reconstituer son troupeau après la FCO, qui est en ligne depuis quelques semaines et qui nous a aidés, parce que c'est nous également qui avons fait le document, mais dont on s'est servi pour faire ce webinaire. On vous donne rendez-vous pour ceux que ça intéresse. Donc, le second webinaire Innova aura lieu la semaine prochaine, le 11 mars, sur le sujet de la valorisation de la laine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci beaucoup et puis à très bientôt tout le monde. Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.